La Bentley percuta le chêne à exactement 6h47. Le métal hurla, le verre explosa, la vapeur siffla du capot froissé, alors que Julien Moreau s'arrêtait sur ce tronçon désert de la route départementale. À l'intérieur de l'épave, une femme gisait immobile, ses escarpins de créateur éparpillés dans le verre brisé, du sang s'écoulant sous ses cheveux blonds platine. Julien n'hésita pas. Il arracha la portière tordue, souleva son corps inconscient et la porta en sécurité pendant que son fils de 8 ans, Lucas, regardait les yeux écarquillés depuis leur pick-up usagé. L'ambulance arriva 12 minutes plus tard. Julien attendit que les secours prennent le relais, puis disparut silencieusement dans la brume matinale de Bourgogne, ne laissant aucun nom, aucun numéro, aucune trace, sauf un crayon en bois usé qui était tombé de sa veste sur la couverture d'hôpital. Ce que Julien ne savait pas, c'est qu'il venait de sauver Éléonore Beaumont, héritière d'un empire artistique de 3 milliards d'euros. Et ce qu'Éléonore ne comprendrait jamais, c'est pourquoi son ange gardien avait disparu sans demander quoi que ce soit en retour. Cette histoire nous enseigne que la vraie noblesse ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans les gestes désintéressés qui révèlent l'essence de notre humanité. Elle nous rappelle que l'amour authentique transcende les classes sociales et que parfois, les rencontres les plus improbables donnent naissance aux liens les plus profonds. Si vous croyez que la bonté pure existe encore dans notre monde, cette histoire va vous bouleverser. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. 2 années s'étaient écoulées depuis qu'Amélie Moreau avait perdu sa bataille contre le cancer, laissant Julien élever Lucas seul dans leur petite maison de la rue des Tilleuls à Beaune. La ville connaissait leur histoire. Tout le monde la connaissait, dans un endroit où les ragots voyageaient plus vite que le journal du matin. Madame Durand d'à côté apportait encore des plats cuisinés 2 fois par semaine, sa façon de veiller sur ce veuf qui travaillait 16 heures par jour dans son garage automobile artisanal. Julien appréciait cette gentillesse, mais il avait appris à être autonome. Il le fallait bien. Lucas l'observait, absorbant chaque leçon de résilience et de force silencieuse que la vie leur envoyait. Le garage derrière leur maison était devenu à la fois sanctuaire et bouée de sauvetage. Julien réparait tout, des camions de ferme rouillés aux imports de luxe, ses mains calleuses opérant des miracles sur des moteurs que d'autres mécaniciens avaient abandonnés. Lucas s'asseyait dans un coin après l'école, esquissant dans son carnet avec le même crayon en bois usé que sa mère utilisait pour ses petites toiles. Le garçon parlait rarement de ses dessins, mais Julien remarquait qu'il représentait toujours des familles complètes avec des mères, des pères et des enfants, le genre dont Lucas se souvenait d'avant que le monde bascule sous leurs pieds. La présence d'Amélie imprégnait encore chaque aspect de leur routine. Sa tasse à café trônait toujours dans le placard, intouchée mais pas oubliée. Ses outils de jardinage pendaient soigneusement rangés dans la remise, attendant des mains qui ne reviendraient jamais. Le chêne de leur jardin portait les initiales qu'elle avait gravées durant leur premier été comme propriétaire. Quand l'avenir semblait infini et le cancer, juste un mot qui arrivait aux autres. Julien avait enseigné tôt à Lucas que le deuil n'était pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à porter, comme l'amour, seulement plus lourd. L'argent était toujours serré, mais Julien s'en sortait par pure détermination et le miracle occasionnel. Les frais de scolarité à venir pesaient lourd dans son esprit, un autre rappel que la parentalité solo signifiait être perpétuellement à une urgence de la catastrophe. Pourtant, il refusait la charité des voisins ou de l'Église. De l'orgueil, disait Amélie, mais avec un sourire qui ôtait tout venin. Maintenant, ce sourire n'existait plus que dans les photographies et dans la façon dont les yeux de Lucas se plissaient quand il riait, un cadeau génétique que le temps ne pouvait voler. Mais ce matin particulier, alors que Julien conduisait Lucas à l'école, ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer que leur vie soigneusement construite allait croiser une richesse au-delà de leur compréhension. La femme que Julien avait sortie de la Bentley était déjà en train de planifier son retour à Beaune, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait nommer et une dette qu'elle ne pouvait quantifier. Éléonore Beaumont avait bâti sa réputation sur l'acquisition d'œuvres d'art inestimables. Mais elle n'avait jamais rencontré quelque chose d'aussi intrigant que le mystère d'un bon samaritain qui n'attendait rien en retour. Les semaines suivant l'accident se brouillèrent dans l'esprit d'Éléonore
comme des aquarelles sous la pluie. Les réunions de conseil d'administration dans les tours de verre de la Défense semblaient creuses après sa rencontre avec la mortalité sur une route de campagne bourguignonne. Elle se trouvait affixée par les fenêtres des salles de conférence, pensant à ses mains calleuses qui l'avaient tirée vers la sécurité et à ses yeux bienveillants qui n'avaient rien demandé. Le crayon en bois usé trônait sur son bureau comme un talisman, rappel que la bonté authentique existait encore dans un monde qui semblait de plus en plus artificiel et transactionnel. Dubois, l'enquêteur privé qu'elle avait embauché, était minutieux mais discret. Son rapport arriva un mardi. Julien Moreau, 34 ans, veuf, propriétaire du garage Moreau à Beaune. Un enfant, Lucas, 8 ans. Aucun casier judiciaire, aucune dette exceptionnelle au-delà des difficultés habituelles des petites villes. Score de crédit moyen. Les faits dressaient le portrait d'une décence ordinaire, le genre de vie qu'Éléonore avait lu mais jamais expérimenté. Elle étudia les photos de surveillance granuleuses que Dubois avait incluses. Julien travaillant sous le capot d'une voiture, Lucas assis près avec son carnet de croquis, tous deux habitant un monde qu'elle n'avait qu'entrevu derrière des vitres teintées. Le plan se forma lentement, prudemment, comme un chef-d'œuvre prenant forme sur toile. Éléonore ne pouvait simplement pas apparaître comme elle-même. Le nom Beaumont changerait tout, créerait des obligations et des attentes qui empoisonneraient toute authenticité qui l'avait attirée vers cet endroit. Au lieu de cela, elle deviendrait quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal. Elle pratiqua le personnage dans son penthouse parisien, se dépouillant de décennies de privilèges comme de vêtements coûteux. Elle serait Alice Dubois, une femme de passage en ville. Rien de plus menaçant qu'une inconnue ayant besoin de réparations auto. La transformation nécessitait plus qu'un simple changement de garde-robe. Éléonore étudia comment les gens ordinaires se déplaçaient dans le monde, comment ils parlaient d'argent, de travail et de rêve. Elle loua un modeste appartement à 1 heure de Beaune, acheta des vêtements d'occasion dans des friperies et apprit à se maquiller sans l'assistance d'un styliste professionnel. La femme qui émergea de cette chrysalide ne ressemblait guère à la PDG dont le visage ornait les couvertures des magazines économiques. Et c'était exactement le but. Quand la Honda Civic louée d'Alice Dubois se gara au garage Moreau par un matin d'automne crisp, Julien leva à peine les yeux de la transmission qu'il reconstruisait. Les clients étaient des clients, et il les traitait tous pareils avec courtoisie professionnelle et prix honnête. Mais quelque chose chez cette femme particulière le fit s'arrêter. Peut-être était-ce sa façon de se tenir, comme quelqu'un peu habitué à demander de l'aide. Peut-être était-ce comment ses yeux s'attardaient sur les dessins de Lucas scotchés au mur, étudiant chaque dessin au crayon avec l'intensité d'un conservateur de musée. Julien essuya ses mains sur un chiffon et s'approcha du comptoir où Alice attendait. Elle expliqua que sa voiture faisait des bruits étranges, probablement rien de grave, mais elle se sentirait mieux si c'était vérifié. Son accent était cultivé, éduqué, mais elle semblait genuinement nerveuse au sujet du coût potentiel des réparations. Julien lui cita un prix raisonnable pour un diagnostic et regarda quelque chose comme du soulagement inonder ses traits. La plupart des clients fortunés ne battaient même pas des cils à ces estimations, mais Alice Dubois serrait son sac comme quelqu'un qui compte chaque euro. Le problème de la Honda s'avéra mineur. Une courroie desserrée qui prit 20 minutes à réparer et coûta 37 € en pièces et main-d'œuvre. Alice sembla surprise par la facture modeste, puis heureuse d'une façon qui suggérait qu'elle n'était pas habituée aux surprises agréables. Elle paya en liquide des billets de 20 € nets qui semblaient en frais sortis de la banque et s'attarda près du comptoir comme réticente à partir. Lucas s'était approché pendant la réparation, curieux de l'inconnu qui avait complimenté ses dessins. Et maintenant, il lui montrait ses derniers croquis avec l'enthousiasme que seuls les enfants de 8 ans peuvent manifester. Quelque chose de magique se produisit dans ces quelques minutes. Alice s'agenouilla au niveau de Lucas, écoutant vraiment alors qu'il expliquait son processus artistique, posant des questions qui prouvaient qu'elle comprenait plus de composition et de couleurs que la plupart des adultes. Elle pointa des détails dans son travail que même Julien avait ratés, louant des techniques que le garçon avait développées instinctivement. Quand Lucas montra timidement son bien le plus précieux,
Le crayon en bois que sa mère avait utilisé, le souffle d'Alice se coupa d'une façon qui sembla presque de la reconnaissance. Mais c'était impossible, bien sûr. Elle n'était jamais venue à Beaune avant ce moment. Au cours des semaines suivantes, Alice devint une présence familière au garage. Sa voiture semblait développer de nouveaux problèmes mineurs avec une fréquence suspecte. Une plaquette de frein qui grinçait ici, un fil desserré là. Rien de cher, mais suffisant pour justifier des visites régulières. Julien se prit à attendre ses rendez-vous, bien qu'il ne pût tout à fait expliquer pourquoi. Alice était facile à qui parler, possédait un humour sec qui rendait même les conversations banales agréables. Elle avait des opinions sur tout, de la politique locale à la meilleure pizza de la ville. Mais elle posait plus de questions qu'elle n'en répondait, comme genuinement curieuse de comprendre comment la vie fonctionnait dans des endroits comme Beaune. Lucas l'adora immédiatement et complètement, de la façon dont les enfants s'attachent parfois aux adultes, qui les traitent en égaux plutôt qu'en version miniature des grands. Alice arrivait avec des carnets de croquis et des crayons de qualité ostensiblement pour son propre hobby, mais finissant toujours dans les mains avides de Lucas. Elle lui enseignait des techniques pour capturer la lumière et l'ombre, pour faire que des dessins plats paraissent dimensionnels et vivants. Sous sa tutelle, son art évolua de simples images au crayon de couleur vers des esquisses sophistiquées qui appartenaient dans des galeries, plutôt que sur des portes de réfrigérateur. Julien observait ces interactions avec une chaleur grandissante et une inquiétude lancinante. Lucas s'était renfermé depuis la mort d'Amélie, poli mais distant même avec les voisins et instituteurs bien intentionnés. Mais Alice faisait ressortir un côté de son fils que Julien avait craint perdu à jamais. Le garçon curieux et bavard qui croyait autrefois que le monde était plein de merveilles à découvrir. La transformation était belle et terrifiante à parts égales, parce que Julien savait que des gens comme Alice Dubois ne restaient pas dans des endroits comme Beaune éternellement. L'après-midi d'automne s'étirait plus long alors que les visites d'Alice devenaient routinières plutôt que coïncidences. Elle arrivait juste quand Lucas rentrait de l'école, un timing qui semblait naturel, mais frappait Julien comme étrangement pratique. Parfois, elle aidait aux devoirs, affichant des connaissances qui allaient des mathématiques avancées à l'histoire de l'art en passant par les principes commerciaux. Quand Julien mentionna ses inquiétudes au sujet des prochains frais scolaires de Lucas, Alice suggéra de façon désinvolte plusieurs programmes de bourses et subventions dont elle avait entendu parler, fournissant des détails qui semblaient remarquablement spécifiques pour quelqu'un de juste de passage. Leur premier dîner partagé arriva presque par accident. La voiture d'Alice avait nécessité des réparations plus importantes que d'habitude, la gardant au garage après l'heure du coucher de Lucas. Julien proposa de la conduire à son hôtel, mais elle déclina poliment, mentionnant qu'elle prendrait quelque chose au bistrot plus bas. Lucas, avec l'honnêteté brutale de l'enfance, annonça que son père faisait les meilleures pâtes de Bourgogne et ce serait impoli de ne pas inviter leur ami à rester. Julien se retrouva d'accord avant de pouvoir penser aux raisons d'objecter, et 1 heure plus tard, ils étaient assis autour de sa petite table de cuisine, comme une famille qu'il avait presque oublié comment imaginer. La soirée était dangereusement normale. Alice aida à débarrasser la vaisselle, commentant les photos encadrées qui chroniquaient les temps plus heureux de la famille Moreau. Elle étudia le visage d'Amélie dans les photos avec attention soigneuse, faisant des observations sur l'amour qui rayonnait de ces moments capturés. Quand Lucas demanda si Alice avait jamais été mariée, elle resta silencieuse un long moment avant de dire que certaines personnes étaient destinées à différents genres d'histoires d'amour. Julien comprit cette réponse de façon qu'il ne pouvait articuler, reconnaissant quelqu'un d'autre qui avait appris que le bonheur venait en plusieurs formes, pas toutes conventionnelles. Alors que l'hiver s'installait sur Beaune comme une couverture familière, Julien réalisa qu'il tombait amoureux d'Alice Dubois de façon qui le ravissait et le terrifiait à la fois. Elle s'intégrait dans leur vie si naturellement qu'il semblait impossible qu'elle ait jamais existé ailleurs. Mais tard la nuit, quand Lucas dormait et que la maison était silencieuse, Julien ne pouvait chasser l'impression qu'Alice performait plutôt que d'être simplement elle-même. Ses histoires sur son passé restaient vagues, ses références à la famille et anciens emplois soigneusement génériques. Elle déviait les questions personnelles
avec la compétence de quelqu'un habitué à maintenir la vie privée, bien qu'elle semblât genuinement intéressée par chaque détail de la vie de Julien et Lucas. La première fissure dans la façade soigneusement construite d'Alice apparut un jeudi soir de décembre. Elle aidait Lucas avec un projet artistique particulièrement challengeant quand son téléphone sonna avec une tonalité que Julien n'avait jamais entendue auparavant. Musique classique, qui sonnait cher. Alice répondit sans réfléchir, sa voix passant vers des cadences de commande et d'autorité qui appartenaient dans des salles de conseil plutôt que dans des garages de petites villes. La conversation dura moins de 30 secondes, mais dans ce bref échange, Julien entendit des fragments qui ne correspondaient pas. Références à des acquisitions et réunions de conseil, mentions de Paris et voyages internationaux. Quand Alice raccrocha, elle semblait frappée, comme si elle avait révélé plus qu'elle n'avait l'intention. L'explication vint rapidement, peut-être trop rapidement. Un ancien employeur, dit-elle, essayant encore de la ramener vers un travail qu'elle avait quitté il y a des mois. Les chasseurs de tête corporate pouvaient être persistants, spécialement dans son ancien domaine de conseil artistique. L'histoire était plausible, professionnellement livrée, mais quelque chose dans les yeux d'Alice suggérait des couches de vérité qu'elle ne pouvait partager. Julien voulut creuser plus profond, mais Lucas écoutait avec l'attention alerte que les enfants réservent aux conversations d'adultes qu'ils sentent importantes. Au lieu de cela, Julien classa le moment avec la collection grandissante de petits mystères qui entouraient Alice Dubois. Noël approchait avec la joie impitoyable que les petites villes faisaient mieux que partout ailleurs. La rue principale de Beaune scintillait de lumière qui se reflétait sur les devantures couvertes de neige, et le marché de Noël annuel emplissait la place de l'église avec les senteurs de cannelle et de pain. Julien avait redouté la saison, leur second Noël sans Amélie. Mais la présence d'Alice transforma ce qui aurait pu être une commémoration mélancolique en quelque chose qui approchait la joie. Alice aida Lucas à choisir des cadeaux pour son père, le guida à travers le processus d'emballage avec précision soigneuse, et rendit d'une façon ou d'une autre leur célébration modeste luxuriante plutôt que manquante. Le soir de Noël, alors qu'ils étaient assis près du petit sapin dans le salon de Julien, Alice présenta à Lucas un cadeau qui coupa le souffle au père et au fils. C'était un set artistique de qualité professionnelle, complet avec crayons, fusains et papier qui appartenait dans les studios d'artistes sérieux, plutôt que dans les chambres de garçons de 8 ans. L'étiquette de prix avait été soigneusement retirée, mais Julien reconnaissait le luxe quand il le voyait. Quand il commença à objecter à un cadeau si cher, Alice le coupa avec fermeté douce, expliquant que le talent comme celui de Lucas méritait des outils appropriés. Elle avait vu assez d'artistes, dit-elle, pour reconnaître un don authentique quand il apparaissait. Cette nuit-là, après que Lucas se soit endormi, entouré de ses nouvelles fournitures artistiques, Julien et Alice s'assirent dans un silence confortable, regardant la neige tomber dehors la fenêtre de la cuisine. Le moment semblait gros de possibilités et confessions, de mots qui voulaient être prononcés, mais ne pouvaient tout à fait trouver leur chemin vers la lumière. Julien faillit demander directement qui Alice Dubois était vraiment, ce qu'elle faisait vraiment à Beaune, pourquoi quelqu'un avec son raffinement et ressources évidentes avait choisi de passer des mois dans son orbite. Mais la peur le retint. La peur de savoir la vérité pourrait signifier perdre ce qu'ils avaient construit ensemble. La réponse vint quand même, livrée par des circonstances au-delà du contrôle d'Alice. Par une froide soirée de janvier, alors qu'ils partageaient un autre de leurs dîners de plus en plus fréquents, un coup à la porte de Julien brisa la tranquillité domestique qu'ils avaient cultivée. À travers le verre givré, Julien pouvait voir la silhouette d'un homme bien habillé qui n'appartenait clairement pas dans leur quartier. Quand Julien ouvrit la porte, l'étranger se présenta comme Dubois, un enquêteur privé cherchant quelqu'un qui avait été porté disparu pendant plusieurs mois. Il produisit une photographie qui glaça le sang de Julien. C'était Alice, mais pas Alice, comme il la connaissait. Cette version portait des tailleurs sur mesure et se tenait à côté de peintures qui valaient plus que la maison, le garage et le camion de Julien combinés. L'explication de Dubois fut méthodique et dévastatrice. La femme que Julien connaissait comme Alice Dubois était en fait Éléonore Beaumont, PDG de la Fondation Beaumont et héritière d'une des plus grandes fortunes artistiques de France.
Elle avait disparu de Paris 6 mois plus tôt suite à ce que Dubois appela diplomatiquement une crise personnelle, et sa famille la cherchait depuis. Le ton de l'enquêteur était professionnel, mais pas cruel, alors qu'il livrait cette information, clairement habitué à délivrer des vérités inconfortables à des gens devenus dommages collatéraux dans les problèmes de riches. Julien écouta avec un engourdissement croissant alors que Dubois détaillait le passé d'Éléonore, les pensionnats et l'éducation des grandes écoles, les fonds fiduciaires et responsabilités corporatives. Le monde de richesse et privilèges qui aurait aussi bien pu exister sur une autre planète. Cela expliquait tout et rien, répondant aux questions que Julien n'avait pas su qu'il devrait poser, tout en soulevant de nouvelles qui semblaient trop dangereuses à contempler. La femme qui était devenue intégrale à son bonheur et celui de Lucas n'était pas qui elle prétendait être. Mais plus troublant était la réalisation qu'il était tombé amoureux de quelqu'un qui jouait essentiellement un rôle. Quand Dubois partit, Julien s'assit à sa table de cuisine, fixant la carte de visite que l'enquêteur avait laissée. L'adresse parisienne de la Fondation Beaumont aurait aussi bien pu être les coordonnées de Mars, tant ce monde semblait étranger à sa réalité de factures en retard et vêtements de seconde main. Lucas était à l'étage faisant ses devoirs, béatement ignorant que sa bien-aimée amie Alice était en fait quelqu'un nommé Éléonore, qui possédait des entreprises et fondations et avait probablement plus d'argent sur son compte que Julien n'en gagnerait dans une vie. L'ampleur de la tromperie semblait stupéfiante, mais ce qui blessait le plus était d'essayer de comprendre le pourquoi derrière tout cela. La confrontation que Julien redoutait vint le lendemain quand Alice, Éléonore, arriva pour ce qui était devenu sa visite habituelle après l'école avec Lucas. Julien l'accueillit à la porte du garage, la carte de visite de Dubois tenue entre eux comme preuve dans un procès. La couleur quitta son visage alors qu'elle reconnaissait le nom de l'enquêteur, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Alice Dubois sembla sans mots. La composure soigneuse qu'elle avait maintenue pendant des mois se fissura visiblement, révélant quelque chose de brut et désespéré sous la performance. L'explication d'Éléonore vint en fragments, comme des pièces d'un puzzle qu'elle n'était pas sûre de vouloir assembler. Elle étouffait à Paris, dit-elle, se noyant dans des attentes et obligations qui ressemblaient plus à des sentences de prison qu'à des privilèges. Quand Julien l'avait sauvée sur la route départementale, quand il était parti sans rien demander, cela lui avait montré une sorte de bonté qu'elle avait oubliée qui existait. Elle avait eu besoin de comprendre, d'être autour, de se rappeler ce que ça faisait d'être valorisée pour autre chose que sa valeur nette ou son nom de famille. Les mois à Beaune n'avaient pas été de la recherche ou du travail caritatif. Ils avaient été la première fois de sa vie adulte qu'elle s'était sentie genuinement humaine. Mais la colère de Julien avait grandi à travers son explication, alimentée par des mois de tromperie et la réalisation grandissante de à quel point il avait été manipulé. Lucas fit irruption par la porte du garage, juste au moment où la composure de Julien craqua finalement, exigeant de savoir ce qui donnait le droit à Éléonore de traiter leur vie comme une sorte d'expérience sociale. Le garçon se figea dans l'embrasure, sentant la tension adulte qui chargeait l'air comme l'électricité avant un orage. La voix de Julien était dure alors qu'il disait à Éléonore qu'il s'était bien débrouillé avant qu'elle arrive et qu'il s'en sortirait bien après son départ. Il n'avait pas besoin de son argent, ou de sa pitié, ou de quelque forme tordue de divertissement que leur amitié avait fournie. Les mots restèrent dans l'air comme la fumée de quelque chose qui brûlait. Lucas semblait confus et blessé, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine, comme s'il pouvait le protéger de l'effondrement d'encore une autre chose stable dans sa jeune vie. Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes qu'elle n'essaya pas de cacher, mais elle ne se défendit pas contre les accusations de Julien. Au lieu de cela, elle s'agenouilla au niveau de Lucas une dernière fois, lui disant qu'il était l'artiste le plus talentueux qu'elle avait jamais rencontré et que le talent l'emmènerait partout où il voulait aller. Elle embrassa son front doucement, murmura quelque chose à son oreille qui le fit hocher la tête sérieusement, puis se leva et partit sans regarder en arrière. Julien regarda depuis l'embrasure du garage alors que la Honda louée d'Éléonore sortait de leur allée pour la dernière fois. Le silence qui suivit était différent du silence confortable qu'ils avaient partagé lors des soirées d'hiver.
C'était le silence lourd des fins, des ponts brûlés et de la confiance brisée au-delà de toute réparation possible. Lucas ne posa qu'une question. « Alice revient demain ?» Quand Julien secoua la tête, le garçon hocha simplement et retourna dans sa chambre, fermant la porte avec précision soigneuse. Ce soir-là, Julien trouva le dernier dessin de Lucas sur la table de cuisine, une image de 3 personnes sous un chêne, avec une silhouette soigneusement effacée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un contour faible. Les jours qui suivirent ressemblaient à une convalescence après chirurgie, nécessaire mais douloureuse, avec une guérison qui arrivait trop lentement pour être remarquée. Julien se plongea dans le travail avec intensité renouvelée, prenant des projets qui nécessitaient son attention complète et ne laissait pas de temps pour broyer du noir. Lucas se retira dans son art, mais avec détermination sombre plutôt que joie, comme si dessiner était devenu obligation plutôt que plaisir. Madame Durand passa plus fréquemment, armée de plats cuisinés et questions inquiètes que Julien dévia avec politesse pratiquée. La maison se sentait creuse de façon qui n'avait rien à voir avec l'absence d'Amélie et tout à voir avec le fantôme d'une femme qui n'avait jamais vraiment existé. 3 semaines après le départ d'Éléonore, Julien prit une décision qui surprit même lui-même. Il appela les quelques rendez-vous restants du garage pour reprogrammer, chargea leurs affaires essentielles dans le pick-up et dit à Lucas qu'il recommençait ailleurs. Le garçon accepta cette nouvelle avec la résignation de quelqu'un habitué à la perte, demandant seulement s'il pouvait apporter ses fournitures artistiques, les chairs qu'Alice avait données pour Noël. Julien faillit dire non, puis réalisa que punir Lucas pour son propre cœur brisé serait mesquin et cruel. Ils emballèrent tout ce qui comptait, laissèrent les clés avec Madame Durand et partirent de Beaune un mardi matin quand le reste du monde se précipitait au travail. La ville qu'ils choisirent n'était ni grande ni petite, ni familière ni complètement étrangère, juste assez différente pour ressembler à une véritable évasion. Julien trouva du travail dans un garage établi dont le propriétaire approchait la retraite et avait besoin d'aide fiable. Lucas s'inscrivit dans une nouvelle école où personne ne connaissait leur histoire, où les instituteurs voyaient seulement un garçon silencieux avec talent artistique exceptionnel plutôt qu'un enfant sans mère à plaindre. Ils louèrent un petit appartement au-dessus d'un traiteur. Rien de fantaisiste mais propre et sûr et à eux. Pour la première fois en mois, Julien sentit qu'il pouvait respirer sans se demander quand la prochaine chaussure tomberait. La routine qu'ils établirent était délibérément simple. Travail, école, maison, répété. Julien évitait de former des amitiés proches, gardant ses interactions professionnelles et plaisantes mais superficielles. Lucas semblait s'épanouir dans son nouvel environnement, se faisant des amis avec l'adaptabilité facile de l'enfance, tout en continuant à développer ses compétences artistiques avec une intensité qui inquiétait parfois son père. Les fournitures artistiques chères furent utilisées régulièrement, bien que Lucas ne mentionna jamais leur origine, et Julien essayait de ne pas penser à la femme qui avait reconnu le talent de son fils quand d'autres ne voyaient que des dessins d'enfants mignons. Mais par un matin froid de mars, la nouvelle vie soigneusement construite entra en collision avec l'ancienne de la façon la plus dévastatrice possible. Julien était au travail quand l'appel vint de l'école de Lucas. Son fils s'était effondré pendant le cours d'art et était transporté d'urgence à l'hôpital pour enfants. Les heures suivantes se brouillèrent dans un cauchemar de salles d'attente et terminologie médicale qui sonnait comme une langue étrangère. Malformation cardiaque congénitale, expliquèrent les docteurs. Probablement présente depuis la naissance, mais dormante jusqu'à être déclenchée par stress ou maladie. La chirurgie était possible, même probable de réussir, mais elle serait chère, et l'état de Lucas était assez sérieux pour nécessiter intervention immédiate. La réalité financière frappa Julien comme un coup physique. Son assurance avait couverture de base, mais rien n'approchant ce que la chirurgie de Lucas coûterait. Le conseiller financier de l'hôpital était gentil, mais réaliste. Il pouvait établir des plans de paiement, appliqués pour des programmes d'assistance, mais le fonds restait stark et impitoyable. Julien se trouva faisant des calculs désespérés, essayant de comprendre comment hypothéquer un futur dont il n'était pas sûr qu'il l'aurait. L'ironie ne lui échappait pas que la femme qui aurait pu résoudre ce problème d'un seul appel téléphonique était quelqu'un qui l'avait chassé dans la colère et l'orgueil.
Ce qui arriva ensuite surprit tout le monde, surtout Julien lui-même. Alors qu'il était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, luttant avec orgueil et désespoir en parts égales, une figure familière apparut dans l'embrasure. Éléonore Beaumont entra dans cet espace stérile comme si elle y appartenait, portant les mêmes vêtements simples qu'elle avait favorisés comme Alice Dubois, mais se portant avec l'autorité silencieuse de quelqu'un habitué à faire arriver les choses. Elle n'offrit pas d'explication pour comment elle avait appris l'état de Lucas ou pourquoi elle avait voyagé des centaines de kilomètres pour être là. Elle s'assit simplement à côté de Julien et dit « Comment puis-je aider ?» La conversation qui suivit fut différente de toutes celles qu'ils avaient eues. Éléonore n'essaya pas de justifier sa tromperie antérieure ou s'excuser pour la blessure qu'elle avait causée. Au lieu de cela, elle se concentra entièrement sur les besoins immédiats de Lucas, expliquant qu'elle avait déjà parlé avec l'administration de l'hôpital d'établir un fonds anonyme pour couvrir ses dépenses médicales. La fondation s'occuperait de tout discrètement, assura-t-elle Julien, sans publicité ou reconnaissance requise. Quand il commença à objecter, elle le coupa avec fermeté douce, pointant que la santé de Lucas était plus importante que leur orgueil et complications d'adultes. Mais la vraie révélation vint quand Éléonore expliqua pourquoi elle était revenue dans leur vie à ce moment crucial. Elle n'avait jamais cessé de surveiller leur bien-être à distance, admit-elle, utilisant des ressources disponibles à quelqu'un avec ses connexions et richesses. Quand le nom de Lucas apparut dans les dossiers d'hôpital, elle laissa tout tomber pour être là. Pas parce qu'elle se sentait obligée ou coupable, mais parce qu'elle les aimait trop tous les deux pour laisser l'orgueil l'empêcher d'aider quand ils en avaient vraiment besoin. La chirurgie de Lucas fut réussie, bien que la récupération serait longue et nécessiterait attention médicale continue. Éléonore organisa pour le meilleur cardiologue pédiatrique de l'État superviser ses soins, encore par canaux anonymes qui laissaient la dignité de Julien intacte, tout en s'assurant que son fils recevait traitement qui aurait été financièrement impossible autrement. Au cours de ces longs jours d'hôpital, Julien et Éléonore commencèrent à reconstruire quelque chose qui ressemblait à confiance, bien que ça paraissait différent de ce qu'ils avaient partagé à Beaune. La prétence était partie. Elle était Éléonore Beaumont, pas Alice Dubois, et la richesse et responsabilité qui venaient avec sa vraie identité ne pouvaient être ignorées ou souhaitées absentes. Mais sous les différences de surface, la connexion qui les avait attirés ensemble restait intacte. 6 mois plus tard, par un après-midi d'automne crisp qui rappelait à Julien leur première rencontre, la voiture de location d'Éléonore se gara dans le parking du nouveau garage de Julien. Elle avait appelé à l'avance cette fois. Plus de visites surprises ou apparitions mystérieuses. Lucas attendait près la fenêtre, son dernier art étalé sur l'établi, comme offrande à quelqu'un qui lui avait manqué plus qu'il n'avait pu exprimer. Julien regarda depuis l'embrasure, alors que ce qui était devenu, dans toutes les façons qui comptaient, mère et fils s'embrassaient, avec la joie farouche de gens qui avaient appris à ne pas prendre la togetherness pour acquis. Le garage avait un nouveau coin maintenant, spécifiquement conçu pour les projets artistiques de Lucas. Ses croquis couvraient un mur comme exposition de galerie montrant la progression de son talent sous le mentorat à long terme d'Éléonore. Mais plus important, Lucas dessinait de joie encore plutôt qu'obligation, créant des images qui capturaient non ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il avait trouvé. Julien et Éléonore ne se précipitèrent pas vers définition ou engagement qui auraient pu paraître forcés ou prématurés. Au lieu de cela, ils permirent à leur relation de se développer naturellement, construite sur la fondation de vérité qu'ils avaient finalement appris à partager. La solution qu'ils atteignirent, finalement, était imparfaite mais authentique. Elle visitait quand elle pouvait, maintenant l'amitié qui les avait soutenus tous à travers crise, et voyant où l'honnêteté pourrait les mener. Parfois, ils ressemblaient à une famille. Parfois, ils ressemblaient à des amis proches. Parfois, ils ressemblaient à quelque chose d'entièrement nouveau qui n'avait pas encore de nom. L'ambiguïté qui aurait pu autrefois les frustrer se sentait maintenant comme liberté, le luxe de découvrir ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre sans pression ou attentes externes. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable transcende les apparences et les classes sociales, mais qu'il exige par-dessus tout l'honnêteté pour s'épanouir pleinement. Elle nous rappelle que parfois,
Nos mensonges les mieux intentionnés peuvent causer plus de mal que nos vérités les plus douloureuses, et que la rédemption est toujours possible quand nous choisissons l'authenticité plutôt que la façade. Julien n'était qu'un homme ordinaire qui a accompli un geste extraordinaire sans rien attendre en retour, révélant une noblesse d'âme que l'argent ne peut acheter. Éléonore était une femme privilégiée qui a découvert que la richesse matérielle ne remplace jamais la richesse du cœur et que l'amour authentique ne peut être construit sur des fondations de mensonges. Lucas était l'enfant qui, dans sa pureté, a su voir au-delà des masques pour reconnaître l'amour véritable là où il se cachait. Ensemble, ils ont appris que les familles ne se définissent pas par le sang ou la tradition, mais par le choix quotidien de se choisir malgré les différences et les épreuves. Leur histoire nous rappelle que dans un monde où tout semble avoir un prix, certaines choses, comme la bonté désintéressée et l'amour inconditionnel, restent inestimables et transforment ceux qui ont le courage de les donner et de les recevoir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que les miracles naissent souvent des gestes les plus simples, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire en la beauté de l'âme humaine et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le triomphe de l'amour sur l'adversité.